Nous sommes le jeudi 21 mars 2023, ici Danick Julien et votre bulletin d'information communautaire, Info, CJSR. Cette semaine, on parle avec Lucie Côté, la présidente du Relais pour la vie, qui en est à sa 15e édition cette année. Michel Beausoleil, journaliste et chef d'antenne ayant travaillé à CJSR, parlera d'un colloque pour l'information dans la région. La ville de Donnacona a tenu la semaine dernière son déjeuner de gens d'affaires. Aubert était sur place. Nous parlerons avec Martin Rochette, président de la Chapelle du lac de Fossambeau, pour la programmation 2024. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. L'entreprise de Saint-Marc-des-Carrières, Machitect, a remis plus de 65 000 $ à l'organisme Sclérose en plaques Canada, qui fait la promotion de la recherche sur la maladie, tout en offrant du soutien aux personnes atteintes de la sclérose en plaques. Depuis 2019, les employés de cette entreprise portnevoise choisissent eux-mêmes un organisme qui leur tient à cœur et amassent des fonds pour celui-ci. Ils le font en organisant des activités mobilisatrices organisées et contribue à l'atteinte et même au dépassement des objectifs qui ont été fixés au préalable. Cela représente une somme de près de 200 000 $ qui a été amassée et redonnée à 5 organismes depuis le début de cette initiative. Cette année, c'est un total de 65 139 $ qui est remis à SP Canada. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune chronique qui cible le système nerveux central. Étant donné que ce système est constitué du cerveau, de la moelle épinière et des nerfs optiques, la sclérose en plaques peut entraîner des troubles de la vision, de la mémoire, de l'équilibre et de la mobilité. Passons maintenant du côté du Relais pour la vie qui en est à sa 15e édition cette année. J'ai discuté avec la présidente, Madame Lucie Côté, un peu plus tôt aujourd'hui. Voici cette entrevue. Alors, elle nous rejoint en studio, Madame Lucie Côté, qui est la présidente du Relais pour la vie qui se passe à Donnacona, mais qui évidemment couvre l'ensemble de la région de Portneuf. Madame Côté, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres. Bien, merci de m'accueillir. Madame Côté, le Relais pour la vie, c'est la 15e édition cette année. Oui. Ça fait quand même un bon moment que les Portneuvois ont l'habitude justement de venir au mois de juin à Donnacona pour le Relais pour la vie. Mais pour ceux et celles qui ne le savent pas encore ou, bon, peut-être pour leur rafraîchir la mémoire, oui. Qu'est-ce que c'est le Relais pour la vie? Le Relais pour la vie, c'est une marche symbolique. C'est la Société canadienne du cancer, qui est le principal bailleur de fonds pour toutes les recherches, tous les cancers. La Société, c'est un élément de référence pour tous les médias parce que l'expertise est là. Alors, il travaille pour tous les types de cancers et c'est une marche à relais symbolique où la population est invitée à venir passer une journée par année, où les participants, les bénévoles, tout le monde est impliqué pour dire aux gens touchés par la maladie, nous sommes là, cette journée-là, une fois par année pour toute la région de Portneuf.
Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont là. Justement, c'est pour parfois là, de la commémoration. Il y a des gens également là, qui se présentent pour le relais pour la vie, qui sont survivants. Il y a beaucoup de personnes oui, là, dans le qui sont fond, liées à la maladie. on voit des nouvelles équipes apparaître parce que durant l'année, ils ont été touchés par la maladie, un proche. On voit des équipes apparaître parce qu'ils ont perdu un proche. On voit des équipes aussi, exemple, cette année, j'ai une nouvelle équipe. C'est l'employeur qui a dit, il faut faire quelque chose, il faut s'impliquer dans une cause, et ils ont choisi le relais pour la vie sans être touchés directement par la maladie. Fait qu'on voit les équipes naître pour différentes raisons, pour justement rendre hommage à quelqu'un qui ont perdu, rendre hommage à quelqu'un qui se bat, qui travaille fort présentement, ou parce qu'au fil des années, ils ont été touchés par plein de personnes dans les proches, dans la famille, par la maladie. Madame Côté, au départ, le relais pour la vie, c'était justement 12 heures lorsqu'on faisait les tours de piste là, à Donnacona. Évidemment, il y a eu quelques changements là, depuis quelques années. On fait ça justement de 19 heures à minuit. Est-ce que c'est encore le cas pour l'édition 2024? C'est toujours le cas pour l'édition 2024. Dans le fond, c'est suite à la pandémie, les recommandations de la société étaient de raccourcir, question d'hygiène, la nourriture. Il y avait toutes sortes de règles là, en lien avec la pandémie. Et on a choisi encore de garder cette procédure-là. Il y a quelques relais au niveau provincial qui ont repris la démarche de nuit. Mais nous, dans l'ensemble, nos équipes, nos bénévoles, le comité, on préfère garder la formule écourtée, même si on perd un moment quand même important. La nuit, c'était particulier, mais il faut quand même garder le pouls de la majorité de nos personnes. Par les années précédentes, il y avait de l'animation sur le site. Est-ce qu'il y en a encore ou on garde justement là... Alors, l'animation est toujours présente. Dans le fond, les gens viennent s'installer dans l'après-midi. Officiellement, le relais, la première tour de piste commence à 19h, mais à partir de 17h, on accueille tous nos participants d'espoir sous le salon de l'espoir qu'on appelle. Cette année, bien, on va y aller avec une petite formule quiz pour les accueillir parce que justement, c'est notre 15e anniversaire, puis on veut faire des souvenirs, se remémorer des choses qui se sont passées au fil des années. Et il y a de l'animation musicale avec des artistes locaux là, qui sont toujours très présents, très faciles d'approche parce que, justement, c'est un événement qui leur tient à cœur, puis ils sont présents. Donc, il y a de l'animation en continu jusqu'à minuit. Il y a un volet aussi pour les enfants, jeux gonflables, maquillage et tout ça. Fait qu'il y a toutes sortes de choses, là, de l'animation sur le site qui fait que les visiteurs aussi, c'est très intéressant d'être présents. Il y a des choses pour 2024 qui sont des nouveautés pour votre édition, mais avant de rentrer dans les nouveautés 2024, j'aimerais qu'on fasse un petit retour pour 2023. Avez-vous justement là, les résultats de l'édition 2023, le nombre d'équipes et l'argent officiellement, en 2023, on a ramassé 123 459 $ pour 28 équipes, fait qu'on est encore très contents. Le retour après la pandémie a été plus lent. On n'a pas réatteint la dernière année avant la pandémie, mais c'est tout à fait normal. Mais tantôt, je pourrais vous donner d'autres chiffres quand même qui sont intéressants, là. Puis notre vision pour 2024, c'est de garder nos acquis. En même temps, au moment où on se parle, on a officiellement 18 équipes inscrites en ligne. L'année passée, au 30 mars, j'avais 16 équipes en ligne et je sais qu'il y a 5 autres équipes qui vont s'inscrire. C'est juste que c'est pas fait. Alors, j'ai vraiment bon espoir de dépasser mon nombre d'équipes de l'année dernière. Et justement, en parlant du nombre d'équipes, je sais que par les éditions passées, avant la COVID, il y en avait plus d'équipes. Oui. L'année passée, quand on s'était parlé, vous me disiez il y a un petit peu moins d'équipes, mais les sommes amassées par ces équipes-là sont plus grandes. Je suis en mesure de vous donner une statistique importante parce que justement, on a fait un quiz et on a sorti des chiffres. Notre année record en nombre d'équipes et de participants, c'est en 2011, donc la deuxième édition, où on avait 543 participants pour 47 équipes. On avait amassé 118 000 $. L'année dernière, on était 153 participants, 28 équipes pour 123 000 $. Fait qu'on voit que la mobilisation est très différente au niveau des équipes. On travaille beaucoup avec des campagnes de financement. Fait que c'est pas le nombre, mais c'est la qualité qui est là. Mais c'est sûr que si on ajoute 50 participants, bien, on va voir que les chiffres vont augmenter aussi. À l'époque aussi, on avait l'obligation d'avoir 10 membres dans notre équipe. On est loin de là. Une équipe peut être 2 personnes, peut être une personne. L'année passée, j'avais une équipe, c'était une personne qui voulait s'inscrire, a fait une équipe. Elle était, elle, avec elle-même, mais tout est accepté. Il n'y a plus de frais d'inscription aussi. Fait que l'obligation est moindre pour les participants, mais la qualité est là. Et Mme Côté, pour l'édition 2024, vous avez des objectifs, vous avez des changements. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Des changements, il y a quelques changements à venir. C'est notre 15e. On va faire un thème.
Cette année, on en a fait un au 10e qui était country. Cette année, on fait un petit relais chic qu'on appelle un petit peu formule gala, excusez. C'est juste pour se dire, bien, c'est le 15e, puis fait que, tu sais, on va demander aux participants, aux équipes. On a fait notre lancement il y a 2 semaines officiel, puis c'est juste un élément, une cravate, un collier en perles, un nœud papillon, juste pour se dire, de donner un petit thème. Il y aura quelques petites choses qui sont encore à travailler, nouveautés sur le terrain, mais je peux pas, au moment où on se parle, il faut que j'attende des confirmations, mais la formule de base va être similaire avec quelques petits plus là, pour souligner le 15e anniversaire. Pouvez-vous nous parler de votre présidente d'honneur Oui, cette année? Alors, l'année dernière, c'était M. Jean-Claude Léveillé, maire de Donnacona, qui était notre président d'honneur. On a fait le transfert de la présidence il y a 2 semaines au lancement. Alors, on parle de Mme Sylvie Dubé, qui est le chef d'unité d'oncologie de l'hôpital régional de Portneuf. Alors, ça, pour nous, c'est une grosse marque de reconnaissance quand un centre hospitalier est prêt à s'affilier à un organisme comme la Société canadienne du cancer. On voit de là l'importance. Je ne pense pas qu'un centre hospitalier accepterait de prendre une présidence d'honneur pour quelque chose qu'il ne croit pas. Donc, on voit l'importance de cette organisation-là, qui est la Société canadienne du cancer, qui travaille sur tous les cancers. Comme nouveauté aussi cette année, qui est une particularité, qui est une nouveauté, l'année passée, on a commencé à en parler un petit peu, la journée de l'événement, c'est ce qu'on appelle zéro argent sur le site. Alors, il y a des visiteurs qui venaient faire des dons sur le site. Alors, il n'y aura plus la possibilité de recevoir les dons en argent. Pourquoi la Société a décidé ça? C'est qu'il y a des relais, il y a des très gros relais, qu'il y a des sommes importantes. Et c'est une question que des agents de sécurité, des dépôts de nuit. Alors, ça mettait des fois les équipes dans des situations particulières. Oui. Nous aussi, un fil du temps, on en a vécu une. Fait qu'idéalement, c'est pas de sous sur le site. On aura quand même des bénévoles qui seront là pour les diriger avec des codes barres pour faire des dons, acheter un luminaire, faire des dons sur le site. Alors, il y aura les équipes pour soutenir ces gens-là qui veulent faire quand même un don la journée de l'événement. Madame Lucie Côté, présidente du Relais pour la vie de Donnacona. Bon, le Relais pour la vie a 15 ans. Vous êtes là depuis le départ tout début, du Relais pour la vie. Avez-vous remarqué, là, en ces 15 ans-là, des changements d'habitude? Je pense que vous en avez un peu parlé tout à l'heure, là, avec le nombre de participants et l'argent, mais des changements, là, Changements majeurs, non. C'est que les gens qui sont là, ils ont toujours le même enthousiasme. Ils sont là encore pour soutenir. Fait que ce qu'on vit, l'élément de 15 ans, de ce qui est véhiculé la journée de l'événement, reste la même. Les gens sont toujours autant enthousiastes, heureux d'être là pour soutenir leurs proches, pour se soutenir, pour se stimuler. Fait que ça reste le même. La mobilisation des équipes est beaucoup plus forte avec les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure au niveau de la collecte de fonds. Alors ça, c'est quand même bien. Mais le fond est sensiblement le même. Puis la journée de l'événement, c'est un grand départ pour la marche à 19h. Puis tout le monde est très heureux d'être là. Puis ça, on sent le même véhiculer la même chose depuis 15 ans. On arrive à la fin de notre entrevue. Bon, pour celles qui nous ont entendus, qui ont envie de s'inscrire, comment on peut le faire? Alors, dans le fond, on peut aller sur la page Facebook du Portneuf Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer. Il y a un lien qui nous amène directement sur le Relais pour la vie Portneuf. Sinon, on peut inscrire aussi là, dans un moteur de recherche Relais pour la vie Portneuf, Société canadienne du cancer, et ça devrait vous amener sur le... Puis là, on vient s'inscrire ou créer une équipe. Fait que c'est quand même... des fois, il y en a qui ont plus de difficultés, mais ça se fait quand même relativement bien. Sinon, je suis toujours disponible pour qu'ils m'appellent puis qu'on les soutienne dans leur inscription. Bien, Lucie Côté, présidente du Relais pour la vie, je vous remercie d'avoir été des nôtres. En terminant, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire à la population? Je pense qu'on a fait le tour des éléments essentiels pour notre événement 2024. Eh bien, je vous remercie. Merci beaucoup. D'importantes sommes ont été accordées à 3 organismes de la circonscription de Portneuf par le gouvernement du Québec pour des projets qui bénéficient du programme Québec Amis des aînés. Ce lundi 18 mars, Vincent Caron, député de Portneuf, a annoncé ses aides financières qui soutiennent la table de concertation des aînés de Portneuf, le comité Vasy de Saint-Raymond et le Halo Entraide communautaire. Donc, pour la table de concertation, c'est 292 000 $ qui ont été attribués pour le projet à la rencontre de 2 générations,
la jeunesse et la sagesse. Le projet a pour objectif d'encourager la solidarité et le dialogue intergénérationnel. Du côté des autres projets, il y a le comité VASI qui a reçu près de 300 000 $ pour un autre projet qui s'appelle Réseau d'entraide communautaire des aînés de Portneuf. Celui-ci a pour objectif de rendre les milieux de vie et les habitations adaptables, accessibles et sécuritaires pour les personnes aînées en mettant en place un réseau d'entraide composé de super voisins et de super ados voisins. Finalement, le dernier projet, c'est le projet du Halo qui reçoit près de 290 000 $ pour son projet nommé La Ficelle. Ce dernier vise à accompagner les personnes aînées et vulnérables ainsi que leurs proches aidants afin de faciliter la compréhension et l'accès à l'information concernant les défis auxquels elles sont confrontées à un stade de leur vie. L'initiative permet, en fait, c'est une initiative d'accompagnement qui contribue à l'automisation des personnes aînées, en plus de favoriser le sentiment de sécurité et la réduction de l'anxiété. Pour Vincent Caron, l'octroi de cette aide financière représente une excellente nouvelle pour Portneuf. Les aînés vont pouvoir en bénéficier directement. La ville de Donnacona a tenu devant 200 personnes la semaine dernière sa 14e édition du déjeuner de gens d'affaires. Vendredi dernier, plusieurs projets ont été dévoilés aux personnes présentes. Voici le reportage d'Aubert Tremblay. Le déjeuner annuel des gens d'affaires de Donnacona est l'occasion d'en apprendre beaucoup sur les projets de la ville. C'est la 14e édition cette année et 186 personnes étaient là. Sur l'arrivée de Microsoft, on n'a pas su grand-chose, à part que les travaux sur le terrain ont commencé et que ce sera un grand bâtiment. Les travaux ont commencé le 12 février, puis je crois que le 19, il n'y avait plus un arbre. Ça s'est fait excessivement rapidement. Qu'est-ce que vous voyez à la photo de gauche, qu'est-ce que ça va ressembler? Puis celle de haut, bien, on n'est pas rendu à New York, là, mais c'est pas mal ça. Des représentants de la compagnie étaient là, mais ils ont surtout parlé de leur service d'intelligence artificielle. Ce qui est sûr, c'est que dans notre quotidien, au niveau des gouvernements, des municipalités, des entreprises, des PME, il va y avoir des choses extraordinaires qui vont pouvoir se faire avec ça. Ça va amener des grands changements sociétaux. Il ne faut pas avoir peur de le réaliser. La venue de Microsoft oblige la municipalité à agrandir son parc industriel, qui est maintenant plein. On a déjà entamé des discussions là-dessus pour faire une demande d'exclusion de la zone agricole en collaboration avec la MRC de Portneuf. On parle entre 4 et 5 millions de pieds carrés. Évidemment, c'est des démarches de longue haleine, là. On se le cache pas. On a eu des rencontres déjà avec des différents paliers gouvernementaux là-dessus. Le terrain où était située la papetière commencera bientôt à être décontaminé. La décontamination va se faire sur place. Alors, ça veut dire que le camionnage, oui, il va peut-être en avoir un peu, mais la majorité de la décontamination va se faire sur place, comme je vous ai dit tantôt. Le tout devrait commencer d'ici quelques semaines. Ils vont sécuriser le site, comme vous voyez la ligne bleue là, en haut, là, c'est la clôture. Il va y avoir des espaces qui vont être dégagés pour que le monde puisse aller voir ce qui se passe en bas, justement. La ville se dotera aussi d'une usine de traitement des eaux usées, un très gros projet. 26,5 millions, ce projet-là. Donc, c'est pas rien. Évidemment, on a une aide financière de l'ordre d'à peu près 80-82 % venant du gouvernement du Québec. Donc, c'est la bonne nouvelle. Mais vraiment, ça nous met en bonne position pour être en mesure de pouvoir poursuivre notre expansion au courant des prochaines années. Les travaux pour aménager le bassin de rétention des eaux sous le parc Jean-Baptiste Matte avancent bien. Je vais vous donner une idée. Là, prenez les 3 maisons, vous voyez à gauche, là, vous enlevez le toit et vous les rentrez dedans. Ça, ce bassin-là, c'est pour le contrôle des ouvrages de surverse. C'est tout simplement lors du printemps, lors de la fonte des neiges, ou s'il arrive une pluie diluvienne qu'on perd complètement le contrôle, bien, l'eau va s'en aller dans ce bassin-là, qui va être contrôlé. Après ça, lui, il va le retourner dans nos bassins d'eau usée. Mais inquiétez-vous pas, le parc va réapparaître après ça. Il va y avoir de la terre mise par-dessus et le parc va revenir comme il était avant. Oui, on remet les modules de jeu. C'est le même principe un peu, là, ceux qui ne savent pas, mais c'est les plaines d'Abraham, là, c'est la même chose. Il y en a un bassin en dessous des plaines d'Abraham, justement, un réservoir d'eau, bien, c'est la même chose ici.
La construction de la nouvelle caserne de pompiers sur la rue Notre-Dame est elle aussi bien avancée. Comme vous voyez la photo de droite ici en bas, c'est notre nouvelle caserne. C'est ça qu'elle va ressembler un coup terminé. 5 portes, beaucoup de fenestration. Le deuxième étage, c'est sûr, elle va être là pour la formation des pompiers et autres, mais également, ça va être notre centre de crise. Alors, c'est si, admettons, il arrive un désastre naturel, qu'il faut justement ramasser l'information et autres, bien, ça va se faire dans cette salle-là et non dans la salle de conseil comme on faisait avant, parce qu'on veut libérer la salle de conseil que si on veut passer de l'information aux citoyens, bien, on n'avait plus de salle. Alors, celle-ci va devenir la salle de crise et la salle de conseil va rester la salle pour informer nos gens. On devrait prendre possession en septembre 24. On a engagé une technicienne en prévention incendie, Julie Saint-Onge. Il faut respecter ce qu'on appelle un schéma de couverture de risque dans chacune des villes. Et là, on est encore mieux équipé que ce qu'on était. Dans le même ordre d'idées, la Ville achètera une génératrice pour que l'aréna soit plus facilement utilisée comme lieu d'hébergement de sinistrés. Il arrive un gros incendie, on doit sortir des gens. Il arrive une grosse panne d'électricité, plusieurs jours, on doit sortir des gens. Mais on était dépendant, on devait aller louer des génératrices à l'extérieur. Maintenant, on va être autonome, on va avoir notre propre génératrice. Donc, on en fait l'achat dans les prochains mois. Donc, on va être en mesure de pouvoir être encore plus sécuritaire pour notre population. Parlant d'aréna, on y fera aussi de grands travaux. Notre dalle de béton, on vivait sur du temps emprunté. Donc, c'est la dalle originale, construction de l'aréna 1967. On la ferme prématurément, l'aréna. On ferme les compresseurs le 31 mars. C'est que l'entrepreneur n'a pas le choix de rentrer sur les lieux le 8 avril pour que les travaux soient prêts pour la deuxième semaine d'août et qu'on puisse pouvoir tenir Expo Donnacona. Donc, on refait la dalle, les bandes, les baies vitrées, les filets en arrière des buts. Donc, vraiment, les ancrages de buts. Donc, tout va y passer. Ça va être bon pour notre équipe senior. Le terrain de soccer sera bientôt doté d'une surface synthétique. Vous savez, la terre ici à Donnacona est très argileuse. Alors, si vous voyez une journée qui pleut, puis un match ou deux de soccer, puis un de football, le terrain, il est scrap. Il est complètement démoli. Alors, on a notre projet justement de terrain synthétique. C'est en collaboration, la Ville, il fait partie de ça. Il y a le service scolaire également. Et la fondation de l'école secondaire aussi va faire partie de ce projet-là, d'un montant de 3,2 millions. On refait le terrain, on refait les estrades, on refait les lampadaires, on refait la boîte du commentateur qui est là. Puis en dessous, bien, ça va être la place pour l'entreposage de l'équipement à chaque fois. Le parc des Berges, lui, sera plus accessible. On aménagera un escalier exactement à l'endroit où il y en a déjà eu un. Les 106 marches, c'était au bout de la rue Saint-Joseph. On descendait, on se rendait au parc. Bien là, ils vont revivre. Donc, au même endroit, on va refaire. Puis je vous le dis, dans le devis, on a exigé qu'il y ait 106 marches pour faire un bon symbole. Donc, un accès de plus. Je sais que les gens de l'école primaire, l'école La Savonnière, ça va être super le fun pour eux autres. À quelques centaines de mètres, ils vont pouvoir y aller avec les élèves. Pour continuer à développer le parc des Berges, la Ville a même embauché une agente de développement, Marie-Josée Laliberté. Elle travaillera aussi à dynamiser le centre-ville. On investit cette année 100 000 $ dans le vieux Donnacona. Il va y avoir du marquage au sol, ça, en collaboration avec les écoles qui vont participer. Et puis, les lumières que vous voyez en haut, il reste quelques retouches à faire, là, les ententes avec les propriétaires des bâtisses de chaque côté qu'on peut accrocher les lumières, mais c'est déjà en notre possession. Du côté des organismes communautaires, l'ouvroir déménagera dans un bâtiment offert par Promutuelle Assurance. Les clients n'auront plus à descendre et monter des escaliers. L'ouvroir vient ainsi s'ajouter à l'offre de services communautaires déjà concentrés dans ce secteur de la rue Notre-Dame. Accès Travail Portneuf, Carrefour Jeunesse Emploi, le Halo et la Licorne. On peut donner bien des services à nos nouveaux arrivants dans ce secteur-là et aux gens qui sont dans le besoin. Du côté des entreprises, maintenant, le Canadian Tire doublera sa superficie. Une sorte de motel industriel est en train de voir le jour, qui louera des locaux à des entreprises en démarrage. Il y aura aussi une ferme de houblon et une grande entreprise d'impression sur canette. C'est un investissement de monsieur, entre autres, Christian Giguère, propriétaire de Machitech, entre autres, de Stade Aconné. Donc, bon, puis je pourrais en nommer, je pense qu'il y en a une cinquantaine. On est bien content d'investir chez nous.
Ça, c'est à l'intérieur, là. C'est pas des bâtisses, là. C'est juste des canettes. Il y en avait 5 millions de mémoire là, dans l'entrepôt quand on est allé visiter. Puis ça, il reste encore bien de la place. En fait, c'est qu'ils ont une machine qu'ils sont allés chercher en Israël qui fait de l'impression sur les canettes. Avant, les canettes, lorsqu'ils étaient imprimées, c'était un genre de plastique qui était chauffé. Puis maintenant, avec le recyclage, ça ne sera plus accepté. C'est pour ça que la nouvelle version, tout ce qui va être imprimé sur les canettes en aluminium, c'est de la peinture qui est mise dessus. Aubert Tremblay pour CJSR à Donnacona. La boucherie Godin qui vous a servi le déjeuner ce matin, c'était bon, hein? J'espère que je n'ai pas encore mangé. Depuis près de 2 semaines, il est possible pour les Portneuvois d'apprécier l'art de Véronique Hamel au Centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Raymond. En effet, son exposition In Conscience est exposée du 10 mars au 19 avril dans la verrière du Centre multifonctionnel. Véronique Hamel réside à Sherbrooke, cependant, une bonne partie de sa famille vit à Saint-Raymond. Et selon ce qu'on peut lire dans le courrier de Portneuf, c'est un rêve pour l'artiste pratiquant depuis 2018 de présenter une exposition devant sa famille et les gens qui la supportent depuis le début. Dans la conception de son art, Mme Hamel dit se lier à son inconscient pour peindre ses toiles et ensuite le public peut se plonger dans cet état abstrait pour apprécier les formes et les belles œuvres que Mme Hamel a pu peindre. Toujours selon ce qu'elle a dit au journal local, Mme Hamel aime faire ressentir à son public diverses émotions et pensées issues de son imaginaire. La vingtaine de toiles est accessible pour votre observation selon les heures d'ouverture du Centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Raymond d'ici le 19 avril prochain. Dans un peu plus d'une semaine, des adolescents des écoles secondaires de Saint-Marc-des-Carrières et de Saint-Raymond vont participer à la finale régionale de secondaire en spectacle qui se tient à la salle Sylvain Lelièvre du cégep de Limoilou. Les jeunes artistes se livrent sur la scène afin de pouvoir participer au rendez-vous pan-québécois. Dans l'école secondaire de Saint-Marc-des-Carrières, c'est le mardi, le 2 avril, que les 3 jeunes qui représentent l'établissement vont pouvoir performer. Il s'agit de Flavie Baudet-Fournier et du duo composé de Clémence Nadeau et de Davino Beaupré. Flavie Baudet-Fournier s'était démarquée lors de la finale locale avec son interprétation de la chanson « Dans les yeux de ma mère » au piano et à la voix. Et le duo formé de Clémence Nadeau à la guitare et de Davino au violon s'est démarqué avec la chanson « Grandeur nature » qui a été écrite par Clémence. Pour l'école secondaire Louis Jobin, c'est le lendemain, le 3 avril, que les jeunes vont performer. Encore une fois, 2 numéros seront présentés par l'établissement. En effet, Théo Côté, qui s'était démarqué lors de la finale locale avec la chanson « 3 accords de Freds », pourra se présenter sur scène. Et évidemment, l'autre numéro qui s'était démarqué à Louis Jobin avait été interprété par Raphaël Chagnon, qui avait interprété sa composition nommée « Dans le ciel ». Elle participera également à la finale régionale. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable invite les automobilistes à faire preuve de vigilance lors de leurs déplacements, puisqu'en raison de l'hiver doux, une présence hâtive de la grande faune, telle que les chevreuils, les orgnaux, les ours et les caribous sont observés aux abords des routes cette année. Dans la signalisation, en fait, de la signalisation est déjà en place afin d'informer les personnes qui circulent sur le réseau routier de la présence de la grande faune sur le territoire. De plus, des clôtures anti-cervidés et des passages fauniques ont été aménagés à divers endroits sur le territoire québécois. La Licorne, la maison des jeunes pour les moins jeunes du Halo Entraide communautaire, a quelques activités à proposer encore pour la fin de sa saison 2024 d'hiver. En effet, le 4 avril, il y a l'événement Les Grands Explorateurs. Il y a également le 11 avril un autre de ces événements. Celui-là, c'est pour Compostelle. Le 5 avril, il y a les vendredis musique avec Polo Robitaille de 13h à 14h30. Le 18 avril, entre 19h et 20h30, M. Marc Duval présente des rumeurs politiques, des rumeurs de lutte politique. Vous pouvez voir toutes les informations sur les réseaux de la Licorne. Au retour de la pause, une entrevue avec Michel Beausoleil concernant un colloque sur l'information dans Portneuf. Restez des nôtres.
La deuxième saison de la Ligue d'improvisation Pont-Neuf-Alouette est officiellement commencée. Ben oui, Kéliane, jusqu'au 6 mai 2024, les Verts, les Bleus et les Jaunes vont s'affronter ici au Cinéma Alouette. Oui, c'est à tous les lundis à 19h et les postes vont ouvrir à 18h30. Ah, t'as oublié de dire que c'était gratuit, ce coup-là. Sérieux, Jean-François, t'es vraiment pas l'allure. Faut vraiment pas. Derrière chacune de tes passions, il y a une foule d'options. Découvre le métier qui te ressemble. Au Québec, il y a presque 300 000 chasseurs et tout près de 700 000 pêcheurs. Leur activité entretient tout près de 28 000 emplois. C'est pas rien, ça. Je m'appelle Samuel Gendron et je vais vous en parler en 2024 avec ma nouvelle émission Chasse et pêche dans la peau. Des entrevues, des reportages, de l'information sur la biologie des animaux. Attendez-vous à des découvertes. Ça va dans le compost, ça? Non, c'est juste un petit bout d'oignon. Pardon? C'est juste un... Ce petit bout-là dans le compost, monsieur, ça rend mes sols plus fertiles. Ah, mais ça fait moins de poubelles pour moi! Mais moins de poubelles. Moins de gaz à effet de serre. Ouais, fait que ton petit bout d'oignon, là, il fait un méchant bout pour la planète. Coucou! Si ça se mange. Ça se composte. Exact. Ça, c'est bien dit. Lundi prochain, les intervenants du milieu des communications dans Port-Neuf seront réunis pour parler de l'information dans la région. Michel Beausoleil est à l'origine de ce colloque. J'ai discuté avec lui cet après-midi. Voici cette entrevue. Alors, nous avons avec nous en studio Michel Beausoleil qui vient nous parler d'un colloque des communications dans Port-Neuf qui aura lieu lundi prochain. Bonjour Michel. Salut Yannick. Nous allons nous tutoyer comme on se connaît assez bien, Michel. Bien et Michel, le colloque sur les communications, d'où est venue l'idée à la base? Je te dirais que ça fait quand même plusieurs années que je pense à ce genre d'événement-là dans Port-Neuf parce que, et plus particulièrement suite à l'arrivée d'une radio aussi dans le décor des équipements de communication dans Port-Neuf. Tu sais, on a quand même le papier avec le courrier de Port-Neuf, on a la radio, on a la télévision traditionnelle, on a la télévision web. Tu sais, je trouve qu'on on est bien équipé pour être capable que l'information circule bien à travers, parce que le but, en fait, de la communication, c'est de rejoindre le plus de gens possible dans notre territoire. Et actuellement, au Québec et même un peu partout, il y a une crise qui est quand même forte et importante au niveau des médias. Et particulièrement au niveau du journalisme, les salles de nouvelles se sont vidées de leurs journalistes un peu partout au Québec et particulièrement, c'est plus crucial en milieu rural et semi-urbain, comme Port-Neuf, Jacques-Cartier ou un peu partout sur la Côte-Nord. Tu as voyagé aussi, tu as été à l'extérieur et tu as vu c'est quoi la réalité du journalisme en région. Tu vois actuellement, toi, ici, c'est quoi la réalité du journalisme et comment on est limité, puis il n'y a pas de budget, puis dans le fond, pas facile comme métier de pouvoir le pratiquer comme il se doit. Alors, je pense que, puis tu sais, où le journalisme se situe dans cette filière de la circulation de l'information publique, parce que c'est l'information publique, d'intérêt public, qui est traitée, et tu as les municipalités qui veulent rejoindre leurs gens, qui ont de moins en moins de budget. Tu as des agents de communication qui travaillent à ce niveau-là. Tu as des agents de communication dans le privé aussi qui tentent de rejoindre leurs gens. Alors, tout le monde essaie de rejoindre tout le monde, mais à sa façon. Fait que, on est tous comme dans notre petit coin. Puis moi, je me dis, quelque part, justement, dans le milieu rural, c'est le temps de se coordonner ensemble. Donc, le fait qu'il n'y ait pas d'effort concerté, c'est une des choses. Exactement. C'est qu'on réunit des gens du milieu des communications, de secteur privé, secteur public, des municipalités, des MRC, qu'on réunit ces gens-là, des journalistes, des médias, et comment on peut s'organiser pour améliorer la circulation de l'information d'intérêt public sur notre territoire. Alors, c'est un peu de trouver des solutions. C'est de trouver un modèle qui pourrait peut-être répondre à ce besoin-là. C'est un peu le but du colloque, c'est de réunir des gens pour trouver des modèles qui pourraient peut-être s'implanter ici,
mais qui pourrait s'implanter aussi ailleurs. Michel, lundi, le 25 mars, c'est là que le colloque va avoir lieu. Tu as plusieurs intervenants qui sont là. Peux-tu un peu nous en parler? Je décide de réunir un panel, en fait, des panélistes qui viennent. On a Philippe Dubois. Philippe Dubois, qui est professeur en communication publique et politique à l'ENAP, qui est une université à Québec, justement, spécialisée vraiment dans les affaires publiques. Lui, il est chercheur. Lui, c'est un chercheur, c'est un enseignant. Lui, il voit comment ça se passe, la communication entre les élus, entre les municipalités, les citoyens. Alors, je trouve qu'il va nous tracer un bon portrait. Je ne l'ai jamais entendu encore, mais c'est quelqu'un de très crédible à ce niveau-là. Il y a Valérie Gaudreault. Valérie Gaudreault qui a été rédactrice en chef au Soleil, qui est actuellement chroniqueuse et analyste pour Le Soleil. Elle succède à Benoît Bourque, d'ailleurs, dans ses fonctions au Soleil. Alors, Valérie, elle fait partie aussi de la FPJQ, la Fédération professionnelle des journalistes, est impliquée aussi ici dans la région, mais elle a été aussi impliquée du côté provincial de la Fédération. Tu as Michel Cloutier, qui est copropriétaire de la radio Choc FM, qui va être là, qui lui aussi est impliqué justement au niveau de membres des radios, au niveau du Québec, puis il voit comment ça se passe. Il y a une bonne vision, en fait, du monde de la radio particulièrement, et des problèmes qu'ils vivent. Donc, on voit justement, ici, on paye moyen de se payer un journaliste. C'est un problème, là. Mais c'est une réalité aussi. Alors, lui, il va être là pour nous dresser un peu son portrait, les besoins qu'il a, puis après ça, on discutera des solutions. Il y a Geneviève Fauché. Geneviève aussi, qui a une expérience de journaliste, qui a été journaliste au Martinet quand il existait. Puis elle, actuellement, depuis quand même un certain temps, depuis, je pense, une dizaine d'années, elle est responsable des communications à la Ville de Saint-Raymond et du marketing. Alors, elle a une bonne expérience, justement. Puis la Ville de Saint-Raymond est proactive aussi. Je trouve ça intéressant parce que sont en train de créer un modèle aussi qui peut peut-être s'implanter partout. Tu sais, je regardais justement l'entente qu'il y a avec le courrier de Portneuf. Là. Oui. Tu sais, je trouve qu'il commence à voir si toutes les municipalités investissaient justement pour qu'on garde ce média papier-là en publiant justement des avis publics ou peu importe l'information d'intérêt public. Je trouve que c'est une bonne démarche. C'est déjà un modèle, c'est déjà quelque chose que je trouve très positif. Moi, ce que je propose aussi, puis il y a aussi Aubert Tremblay. Aubert Tremblay, qui sera panéliste aussi. Aubert, qui a été journaliste à Radio-Canada. Oui. À la Semaine verte, qui a une bonne expérience au niveau ici. Il collabore encore ici à Info-CJSR et a été aussi administrateur de CJSR. Alors, il y a une bonne vision aussi de ce qui se passe là, au niveau de l'information dans Portneuf et Jacques-Cartier. Il y a à peu près une trentaine de personnes aussi qui vont être là actuellement. Il y a peut-être... c'est sûr que c'est une petite salle, la salle... on fait ça à la salle... la Maison de la Justice. La Maison de la Justice, salle du Conseil de ville de Saint-Raymond. On peut peut-être accueillir une quarantaine de personnes. Il y a peut-être une dizaine de personnes de plus qui pourraient peut-être s'ajouter lundi. Mais c'est quand même... c'est sur invitation. Là. Mais quand même, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui auraient des idées à proposer, justement. Et moi, je propose une idée. Je vais proposer une idée qu'on va en discuter en groupe. Moi, je propose la création d'une agence de presse locale qui serait financée par un fonds public et privé. C'est un modèle qui existe actuellement avec la presse canadienne. C'est un peu comme la presse canadienne qui donne l'information, qui vend en fait ces informations, ces services d'information aux médias à travers le Canada. Dont Choc FM aussi utilise. En fait, tu reçois les nouvelles qui sont traitées par des journalistes, les nouvelles qui sont d'ordre provincial et aussi canadienne. Alors, tu peux te servir. En fait, le média s'abonne et peut se servir de ces nouvelles-là pour les diffuser. C'est un peu le même modèle. Donc, ça serait reprendre le modèle à la saveur Portneuf. Ben exactement, à la saveur Portneuf. Tu sais, de voir, est-ce qu'on peut fournir, parce qu'on peut fournir, un peu comme j'ai pratiqué, moi, je suis capable d'écrire un texte, je suis capable de diffuser, je suis capable de le lire à la radio, comme je suis capable aussi de le présenter à la télé. Exactement, on fait pas mal tout. Ben exactement, mais c'est correct, je trouve que c'est un bon défi, c'est donner un souffle nouveau aussi au journalisme. En milieu rural, parce qu'il n'y en a plus de journalistes. Pas les farces, il n'y en a plus. Tu sais, je regarde malheureusement, tu sais, au courrier de Portneuf, tu sais, ils ont 3 journalistes, puis sont syndiqués, mais ils sont obligés de faire encore du public-reportage. Quand tu fais du public-reportage, tu ne fais pas de la nouvelle, tu ne traites pas l'actualité. Tu sais, fait qu'on est pris avec ça, mais je comprends le média qui, lui, a besoin pour vivre, puis de payer ses journalistes, de faire du public-reportage, puis tout ça, et c'est correct. Mais je me dis que... Dans les prochaines années, je pense qu'il va falloir séparer ce qui se passe au niveau des nouvelles puis au niveau de la publicité et de la promotion.
Il faut absolument séparer ces deux mondes qui sont complémentaires, mais on ne peut pas nécessairement. Michel, le temps avance pas vite et je vais te donner une dernière question parce que, bon, l'accès à l'information pour les masses maintenant est extrêmement facile avec les nouvelles technologies, mais est-ce que ça fait en sorte de brouiller un peu les pistes avec les informations qui viennent des médias traditionnels? En fait, c'est parce qu'il faut éviter la confusion des genres. Tu sais, dans le monde de l'information, tu as des influenceurs, tu as des chroniqueurs. T'as des chroniqueurs qui ne sont pas nécessairement des journalistes, tu as des gens qui donnent leur opinion, tu as des animateurs de nouvelles, mais c'est pas du journalisme. C'est pas du journalisme. Les gens ne voient pas, ne connaissent pas le travail de journaliste. Le travail de journaliste, c'est un travail rigoureux, là. C'est la démarche journalistique, ça t'oblige, en fait, à vérifier avant de diffuser puis de publier. Tu sais, c'est la démarche officielle. Ce qui fait qu'à ce moment-là, si, mettons, tu donnes l'information à des équipes de journalistes professionnels qui respectent l'éthique, qui respectent la façon de produire une nouvelle. Tu sais, une nouvelle, quand tu produis une nouvelle, il faut que tu saches répondre à 5 questions. Qui, quand, quoi, comment et pourquoi. Puis le comment et pourquoi, des fois, c'est long. Ça va prendre des semaines, des fois, pour certaines enquêtes, là. Mais en général, il faut que tu aies ces 5 réponses-là dans ton texte pour que ce soit complet. Mais aujourd'hui, on va dire, non, c'est loin d'être complet dans bien des médias, là. Parce que ce ne sont pas des journalistes qui travaillent. Ce sont des gens qui... Tu sais, aujourd'hui, tout le monde a son média. Tout le monde essaie d'être journaliste, mais il ne le fait pas. Tu sais, tu as un média public qui est ton téléphone, qui est ton site web, qui est ton... Tu mets de l'information là-dedans, mais des fois, et malheureusement, justement, avec l'intelligence artificielle qui s'en vient de plus en plus avec les réseaux sociaux, c'est trop payant pour eux autres de fabriquer de la fausse nouvelle. Et c'est le problème aussi, parce qu'on se retrouve avec de la désinformation. Michel, je te remercie d'avoir été des nôtres. Le colloque sur les communications sera filmé par CJSR, ce qui veut dire qu'éventuellement, on va pouvoir en rediffuser. Je vais être là, on va pouvoir en reparler assurément. Je te remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui. C'est tout le temps que nous avions. Merci, Nick. Merci beaucoup. 2 télévisions communautaires situées en Gaspésie à Perderon ce 31 mars, les services de câbleau distribution assurés par l'entreprise Cogeco. La Fédération professionnelle des journalistes du Québec se dit préoccupée par l'avenir incertain de Télésoleil à Saint-Maxime du Mont-Louis et de Télésourire à Petite-Vallée. En effet, l'arrêt de service empêcherait à ces télévisions communautaires de pouvoir diffuser sur les ondes traditionnelles comme elles le faisaient auparavant. Bien que des discussions avec TELUS ont eu lieu, aucune entente possible ne permet à ces télévisions communautaires d'avoir leur propre câble pour diffuser leurs babillards, les émissions et leurs reportages en direct, par exemple. La Fédération professionnelle des journalistes du Québec s'inquiète de l'avenir de ces 2 médias et rappelle l'importance des sources d'information locales qui sont le miroir de la vitalité des communautés éloignées des grands centres. Charles a visité le local 213 localisé à Donnacona. Il s'agit d'un organisme qui, depuis 2012, offre 14 chambres à louer. Nous allons en reparler un peu plus tard dans l'émission parce qu'on poursuit avec la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac des activités de la chapelle située à Fossambeau-sur-le-Lac depuis plusieurs années. Elle y réalise régulièrement des spectacles dans la saison estivale. J'ai discuté avec le président Martin Rochette. Voici cette entrevue. Ici Yannick Julien, journaliste. J'ai présentement avec moi le président de la Chapelle du Lac, M. Martin Rochette. Bonjour. Bonjour Yannick, merci de l'invitation. Merci d'être des nôtres. Vous avez à la Chapelle du Lac une nouvelle programmation 2024 avec plusieurs spectacles. M. Rochette, avant qu'on entre dans cette programmation-là, pouvez-vous nous expliquer un peu en quoi consiste la Chapelle du Lac? Depuis combien de temps là, vous y faites des spectacles? Disons que la Chapelle du Lac, comme telle, elle a été transformée en salle de spectacle en 2021. Alors, on a fait l'inauguration de la salle de spectacle en 2021. Alors, en 2021, vous vous rappelez, c'était la pandémie. Alors, on a commencé à petite échelle. On a présenté 4 spectacles en 2021, 8 en 2022. L'année passée, 11 spectacles. Et cette année, 14 spectacles avec les supplémentaires. Alors, c'est une évolution. Puis, on sent aussi que ça répond de plus en plus à un besoin dans la communauté, autant à Fossambeau. Il faut savoir que les spectateurs qui proviennent à 45 de Fossambeau-sur-le-Lac, 17 de Sainte-Catherine, puis la balance, environ 40 de la grande région de Québec et des villes avoisinantes. Alors, on voit que de plus en plus, la Chapelle intéresse aussi
des gens de l'extérieur de Fossambeau même. Là. Exactement, et justement, même, il y a beaucoup de gens de Portneuf qui viennent voir vos spectacles, ou qui peuvent venir les voir, parce qu'il y a des gros noms dans votre programmation. Là. Il y a des gens d'un peu partout, bien connus dans la musique québécoise. Là, oui, tout à fait. Cette année, j'ai fait exprès. J'ai voulu qu'on mette l'accent sur des artistes aussi, des auteurs, compositrices, interprètes féminines. Alors, il va y avoir 7 artistes féminines qui vont se produire à la Chapelle-du-Lac. Ça commence le 31 mai. C'est l'ouverture de la saison avec nul autre que France d'Amour. Hein. Tout le monde connaît France d'Amour. C'est vraiment, elle incarne le rock québécois. Alors, elle va être chez nous pour nous présenter son nouvel album. Et il va y avoir aussi d'autres figures marquantes de la scène québécoise, des autrices-compositrices. Alors, on pense aussi à Marjo, qui va être sur la scène extérieure de la Chapelle le 6 juillet pour un grand spectacle dans le cadre du 75e anniversaire de la ville de Fossambeau. Alors, c'est vraiment, il ne faut pas manquer ça. Ça va être un spectacle époustouflant. Elle va être sur scène avec 4 de ses musiciens. Alors, ça promet comme soirée. Alors, on invite la population de Saint-Raymond à se joindre à nous. Vous avez également, vous avez parlé du 31 mai, du 6 juillet, mais le 29 juin également, il y a de l'humour Oui, il y a de l'humour à la Chapelle. À chaque année, on veut avoir une variation dans notre programmation, et cette année, on a invité Alexandre Barrette. Alors, il faut dire que le spectacle d'Alexandre, c'est lui qui s'est vendu le plus vite. Alors, ça fait 10 jours que nos billets sont en vente. Alors, c'est déjà sold out. Alors, on a ajouté une supplémentaire hier. Alors, on pense bien remplir à nouveau. Alors, Alexandre est bien connu aussi du public. On le voit souvent un peu partout à la télévision, à la radio, on l'entend à la radio. Alors, je pense que c'est un artiste, un humoriste qui plaît beaucoup au public. Alors, ça, c'est notre artiste phare cette année pour le côté humoristique. Le 20 juillet, vous avez également Kevin Parent qui va être là pour finaliser. Oui, Kevin Parent qui revient sur scène avec des nouvelles chansons, puis qui va aussi qui va chanter aussi toutes les chansons qui sont connues de son répertoire. Ouais. Alors, je pense que aussi, là, c'est une bonne... On vient d'amener un artiste aussi qui est fort apprécié du public. Monsieur Rochette, si vous pouvez nous parler de la programmation du mois d'août, parce que là, je vois là, au moins 4 spectacles pour le mois d'août. Ça va être assez chargé pour Oui, le mois d'août, c'est le mois quasiment le mois le plus important avec le mois de septembre. Alors, on va commencer avec Philippe Braque. Philippe Braque, c'est... en fait, avec son dernier album, Dire combien je t'aime, qui s'est mérité d'ailleurs, qui a été sacré album de l'année alternatif au dernier gala de la 10. Alors ça, il faut quand même le souligner. Qui va être suivi par Simon Kearney. Simon Kearney qui était sur les plaines d'Abraham l'année passée dans le cadre des fêtes nationales du 24 juin. Alors, qui va nous présenter aussi un nouvel album qui va sortir dans les prochaines semaines, qui s'intitule L'Île. Et ça va être on va poursuivre avec Mara Tremblay et Catherine Durand qui vont nous présenter le répertoire de leur nouveau duo Autrive. Ça aussi, ça risque d'être fort intéressant. On poursuit avec Pascal Picard. Pascal Picard, pour ceux qui s'en souviennent, c'est un artiste connu de Québec qui fait de la radio, qui était sur les plaines au moment du 400e anniversaire avant le show de Paul McCartney. Alors, elle revient sur scène en duo à la Chapelle pour nous présenter, bien sûr, les grands succès de sa carrière, puis des nouveautés également. Alors, ça complète notre programmation pour le mois d'août. Donc, le 2 août, c'était pour Philippe Braque. Le 9 août, Simon Kearney. Le 17 août, Mara Tremblay et Catherine Durand pour le duo Autrive. Le 24 août, Pascal Picard. Et là, vous me disiez, le mois de septembre, on a beaucoup de dates. Justement, c'est encore 4 dates. Là, oui, le mois de septembre, c'est un beau mois. Hein? C'est le mois de la rentrée. Alors, je pense que tout le monde est prêt là, à se déplacer pour venir à la Chapelle. On se rend compte à chaque année que c'est un bon mois pour la Chapelle. Alors, on va commencer d'ailleurs avec l'artiste, j'oublie son nom, Ingrid Saint-Pierre. Ingrid Saint-Pierre, c'est vraiment un artiste qui est aimé du public. Alors qu'on a pratiquement tout vendu ses billets jusqu'à maintenant. Il reste peut-être une dizaine de billets pour ceux qui sont intéressés. Elle va être suivie le samedi parce qu'elle joue au mois de septembre, le 6 septembre. Alors, le 7 septembre, alors, ça va être une fin de semaine tout piano. Le 7 septembre, ça va être le concert classique avec Maxime Bernard qui va nous faire un programme qui va nous présenter du classicisme au romantisme. Alors, ça aussi, ça va être intéressant pour les amateurs de musique classique. On va poursuivre avec les Sœurs Boulay. Les Sœurs Boulay qui reviennent un peu à ce qu'ils faisaient au départ. Alors, ça aussi, ça va être un spectacle qui est attendu à la Chapelle. Et on finit, bien sûr, avec la très grande chanteuse, une des très grandes chanteuses à texte de la francophonie, Linda Lemay, il faut le dire. Linda Lemay qui va être là pour 2 représentations, qui est présentement en tournée en Europe, dans l'Hexagone.
Son spectacle intitulé, je crois, c'est Un monde de fous. La vie est un conte de fous. La vie est un conte de fous, merci. Alors, c'est un spectacle qui est encensé actuellement par la critique. Elle l'a offert au Québec les derniers mois. Elle est présentement en France et elle va revenir pour une autre série de spectacles au Québec. Puis on va la voir pour 2 soirs à la Chapelle. Wow. Alors, c'est un spectacle, il faut le préciser, qui va durer 3 heures. Alors, c'est très rare que des artistes font des spectacles de 3 heures. Habituellement, c'est 1h30. Donc, Linda Lemay elle-même, 3 heures. 3 heures. OK. 3 heures avec le public. Le 26, 3 heures avec le public. Le 28, puis elle va même prendre des demandes spéciales. Alors, j'ai très hâte à ces 2 soirées. Monsieur Rochette, bon, la Chapelle, évidemment, vous avez des nouveautés pour cette saison 2024. Et justement, pouvez-vous nous en parler un peu de... Oui, on a des... Oui, en fait, la Chapelle comme telle, pour ceux qui sont déjà venus, qui ont déjà visité la Chapelle, on avait des bancs d'église en avant de la scène. Alors, on a eu un peu de critiques par les années passées à l'effet que c'était pas très confortable. Alors, cette année, on amène un grand changement. Alors, on va pouvoir asseoir 72 personnes à des tables en avant de la scène. Alors, un peu comme on retrouve au Petit Champlain. Là. Je peux donner cet exemple-là pour ceux qui veulent visionner un peu qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Et on va aussi avoir de la climatisation. Alors, ça, c'est un gros plus parce que par les années passées, lorsqu'il faisait 30 l'été, une chapelle, c'est pas isolé. Alors, c'était pas confortable. C'était inconfortable pour le public qui assistait au spectacle. Alors ça va être réglé cette année. Alors, c'est 2 gros plus. Puis j'en profite pour remercier énormément notre principal partenaire, la Ville de Fossambeau, qui nous a appuyés dans ces projets-là. Alors, c'est vraiment grâce à la Ville de Fossambeau qu'on peut maintenant avoir une salle vraiment professionnelle qui va offrir un confort aux spectateurs. Alors ça je tiens beaucoup à remercier la Ville de Fossambeau. Monsieur Rochette, que vous nous le disiez, bon, les billets, ça se vend super vite. Justement, ça fait une dizaine de jours que c'est possible de les acheter. Justement, comment on fait là, si on a envie de se procurer des billets? Bon, alors actuellement, et je dis aux gens de se dépêcher parce qu'on a tout près de 60 % de nos billets qui sont vendus après 10 jours. Oui. Alors, on est au mois de mars. Les spectacles commencent le 31 mai, puis vont jusqu'à la fin septembre. Alors, vous vous rendez sur soit lachapelledulac.com ou sur le pointdevente.com. Alors, c'est 2 endroits à partir desquels vous pouvez vous procurer des billets. Et en terminant l'entrevue, évidemment, j'aimerais que vous parliez peut-être un petit peu plus de votre implication avec le 75e de la Ville de Fossambeau, parce que justement, l'événement qui est le plus lié à ça, c'est le spectacle de Marjo. C'est le spectacle de Marjo. Bien sûr que lorsqu'on a entendu parler que la Ville voulait souligner de façon spéciale cette année le 75e anniversaire, arriver avec des activités sur le territoire de Fossambeau, justement pour souligner ce 75e anniversaire, on a approché la Ville. Alors, on leur a demandé s'ils étaient intéressés à être partenaires, à être présentateurs officiels du spectacle en plein air qu'on voulait produire. Alors, ils ont accepté d'emblée. Alors, c'est pour ça qu'ils nous ont donné une aide financière pour qu'on puisse accueillir Marjo. Alors, ça va être un spectacle vraiment grandiose cette soirée-là. Ça va être festif. Alors, on espère juste qu'il va faire beau. Si jamais, en cas de pluie, on déménage le spectacle dans le centre communautaire des Jardins de Fossambeau. Et alors, on a bien hâte au 6 juillet. En tout cas, moi j'ai hâte. Donc, le 6 juillet. Monsieur Martin Rochette, président de la Chapelle-du-Lac, je vous remercie. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire à nos spectateurs en terminant? Bien, je vous invite. Moi, j'invite les gens de Saint-Raymond. C'est moins loin qu'aller à Québec voir un spectacle. Ça coûte moins cher. Il n'y a pas de stationnement à payer. Alors, vous arrivez. C'est un endroit tout à fait exceptionnel, une sonorisation tout à fait exceptionnelle, une proximité avec les artistes, ce que le Grand Théâtre n'offre pas, ce que le Festival d'été n'offre pas. Alors, je vous invite, venez sur lepointdevente.com puis venez nous encourager dans cette magnifique salle de spectacle à Fossambeau-sur-le-Lac. Monsieur Rochette, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, comme on disait, le local 213, il est localisé à Donnacona. C'est un organisme qui offre aux personnes qui sont à risque d'itinérance des chambres à louer. Voici le reportage de Charles Laviolette à ce sujet. Pour répondre aux enjeux de logement dans Port-Neuf, un nouvel organisme offrant des logements sociaux a ouvert ses portes au 213 rue Notre-Dame à Donnacona. Le 213 a reçu sa première locataire en 2022 et affiche aujourd'hui complet puisque les 14 chambres sont occupées. Les locataires âgés de 18 ans et plus
bénéficient sur place du soutien d'intervenants et peuvent participer aux activités communautaires qui se tiennent sur place. L'ouverture de la nouvelle maison d'hébergement a été annoncée en 2018. Malgré cette initiative du milieu, on constate depuis quelques années une baisse de l'accès au logement et une hausse de l'itinérance au Québec et dans Portneuf, et le 213 répond à cet enjeu. Nous avons rencontré Annie Cyr, coordonnatrice de l'établissement, qui a annoncé une prochaine inauguration officielle du 213. Le 213, c'est une maison de chambre avec animation communautaire pour les personnes qui sont à risque d'itinérance. Il y a 14 chambres au 213. Le bâtiment contient 14 chambres complètes, c'est-à-dire la chambre meublée ainsi qu'une salle de bain complète, bain-douche. Les gens qui habitent au 213, ils habitent sur 2 étages, en fait, qui contiennent 7 chambres chacune, avec chacun une cuisine aussi, où au quotidien, ils peuvent se cuisiner leur repas. Au rez-de-chaussée du 213, il y a une très grande cuisine où se tiennent des cuisines collectives. Il y a aussi une grande salle multifonctionnelle où il y a plusieurs organismes de la région et de la région de Québec qui viennent y tenir leurs activités. Comme là, aujourd'hui, on est mercredi, c'est la soupe du voisinage qui est préparée par le plateau de travail de l'Arc-en-Ciel. Ils font de la nourriture chaque mercredi au 213. Puis elle est envoyée à la Saint-Vincent-de-Paul, ici à Donnacona, pour être distribuée dans les distributions alimentaires du mercredi et du vendredi. Le comité de gestion du 213 est composé de Clés en main, l'Arc-en-Ciel, le CIUS et l'OMHGP, qui est propriétaire du bâtiment. Pour accéder au 213, les critères de sélection, il faut être réputé vivre dans Portneuf depuis 2 ans. Il faut avoir un suivi déjà avec un organisme référent. Puis, il faut être actif. Il faut avoir un projet de vie sur lequel on travaille activement. Il faut aussi être âgé de 18 ans et plus. En 2014, il y avait un projet ici qui s'appelait l'Autre quartier, qui a fermé ses portes. Puis assez rapidement, les gens, les organismes concernés là, par les habitations se sont rendus compte qu'on se retrouvait avec un trou de service. Et très rapidement, là, ils se sont mis sur le développement du 213 là, pour pallier justement au manque de logements sociaux qu'il pouvait y avoir pour les personnes seules. Les personnes adultes de 18 à 50 ans ou qui n'avaient pas de ressources là, destinées à eux. Là. Le 213, c'est dans la lignée des programmes Accès Logis. Puis on reçoit un financement aussi VCS, un financement du CIUS vers un chez-soi, qu'on appelle dans le jargon, on l'appelle le VCS. C'est ce qui finance plusieurs ressources là, en hébergement ou en itinérance. Depuis les dernières années, dans Portneuf, je pense qu'on note un besoin grandissant en hébergement, en logements sociaux. Le 213 répond à un besoin visiblement là, important parce qu'on est plein depuis plusieurs mois déjà et je vois que ça ne diminuera pas. On est à l'affût des besoins qui sont en augmentation dans Portneuf là, au niveau de l'itinérance. Il y a présentement un portrait qui est en train de se faire face à ça. Il y a des différentes actions aussi qui sont en train de se mettre en place là, pour qu'on garde notre monde aussi dans la région. Partir à Québec, là, dans un centre ou dans un hébergement d'urgence à Québec, les gens de la région sont moins familiers à ça. Fait qu'on essaie de les garder, ultimement, là, de les garder dans la région puis de s'en occuper chez eux. La ville de Saint-Raymond présentera le 13 avril prochain son premier salon de l'installation septique. Le tout aura lieu de 9h à 16h30 au centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Raymond. Plusieurs exposants seront sur place formés d'entreprises et d'organismes du domaine de l'installation septique et de l'environnement.
Des conférences se tiendront en après-midi et aborderont les thèmes de l'installation septique, de l'environnement, de la réglementation. L'entrée est gratuite pour tous. Une vingtaine d'exposants seront présents pour cette journée et il y aura des fabricants d'installation, des consultants en sol, des entrepreneurs et même des foreurs. Et pour les conférences, il y en a plusieurs. Une à 13h, donnée par Louis-François Gauthier. Il y en a une autre donnée par Marie Moulin de la CAPSA. Et également un autre de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, donc pour le vidangeage des installations septiques. C'est donc ce qui complète le bulletin d'information Info-CJSR. Nous sommes le 21 mars. Ici Danick Julien et merci à toute notre équipe d'avoir été des nôtres, autant à Tony, à Luc, à Cédric, à Charles, à Aubert. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.